sur Trait d'Union, le podcast de celles et ceux qui ont une histoire de vie à raconter, qu'ils l'aient déjà écrite, qu'ils aient envie de l'écrire ou qu'ils en rêvent secrètement. Trait d'Union fait le lien entre les histoires de vie parfois difficiles, le passé et un futur où ces histoires changent notre vie et celle des autres. Trait d'Union est fait pour partager, inspirer, transmettre et enseigner, car je crois que nos histoires de vie sont toutes sacrées et que nous avons tous à apprendre les uns des autres. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Aline Peugeot, auteure, conférencière, médium, artiste. Aline est une femme non conventionnelle que je nomme aussi une guerrière de lumière. Elle a un parcours de vie et de résilience assez exceptionnel et a su, au fil des années, renouer et retrouver son enfant intérieur. J'ai été très touchée par son histoire en 2018, lorsque je découvre et lis son livre autobiographique « Du chaos à l'éveil spirituel ». Fille adoptive du petit-fils du grand industriel automobile Henri Peugeot, elle évoque dans son livre avec authenticité son parcours de vie semé d'expériences douloureuses, alcoolisme, prostitution pendant 15 ans, et d'interrogations existentielles, loin des clichés habituels des grandes familles françaises glorieuses et accomplies. Aujourd'hui, Aline, avec son compagnon, ouvre une nouvelle page de sa vie en donnant vie à leur passion commune à travers des créations artistiques inspirées de la spiritualité amérindienne et de la culture celte. Un nouveau livre est également en préparation. En 2025, elle nous invite plus que jamais à sortir des conditionnements limitants et à devenir autonome. Merci Aline pour cet échange authentique et inspirant. On avance ensemble. Aline Peugeot, bonjour. Bonjour Sylvie. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui sur ce nouvel épisode de Trait d'Union. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Voilà, Avec grand plaisir, pardon. Avec grand plaisir Sylvie. comme je te le disais juste avant de démarrer, rien n'est préparé. Moi, j'aime bien vraiment qu'on soit en freestyle et puis en live. L'idée, Mm. c'est de partager autour de le titre du podcast, c'est Trait d'Union. Donc, je pense que on est tous un petit peu, on peut tous être le trait d'union de quelqu'un d'autre. On est tous un trait d'union aussi dans la vie de quelqu'un d'autre. J'aime beaucoup cette idée d'échange et puis de rencontre aussi à quelque part qui élargissent nos vies, nos points de vue, nos croyances. Je pense qu'on s'enrichit en fait. Donc l'idée c'est de partager un petit peu voilà nos chemins de résilience et C'est tout à fait ça, c'est le vivre ensemble. Et puis comme l'homme est un animal sociable et qu'en plus c'est un être qui a besoin de communiquer. Quand on coupe un être humain de communication, il se meurt à petit feu. Donc c'est très approprié et c'est d'ailleurs tout le sens de toute mon activité. C'est vraiment partager et transmettre ce qui m'a moi aidé, ce qui m'a révélé, ce qui m'a fait me redresser, me relever, et pour que d'autres à leur tour aient envie, s'inspirent et sachent que c'est possible. Voilà. sache que c'est possible, c'est ce qui ressort tout le temps. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur ton histoire? Alors moi, je t'ai connue, j'étais encore en Nouvelle-Calédonie quand j'ai lu ton livre, donc tu en as écrit plusieurs, mais moi j'ai lu le livre qui s'appelle Du chaos à l'éveil spirituel. Je crois que c'est ton deuxième livre, c'est ça? Alors celui-ci, c'est le premier, c'est C'est le vraiment premier? oui, et c'est vraiment l'autobiographie pure. Le deuxième, c'est du fond de la classe au devant de la scène. C'est autobiographique également, mais c'est plus axé sur la voie professionnelle que j'ai dû mener à ma façon et construire parce que je suis pas rentrée dans les cases et j'ai pas eu de cursus scolaire classique. Ou alors si, mais ça s'est arrêté au titre de cancre. Et je suis pas allée bien loin dans les études. J'ai eu aucun diplôme, ni le brevet des collèges, ni le bac. Et comment j'en suis quand même arrivée là où j'en suis? Bah, par des chemins de traverse, par les chemins d'autodidacte de celui qui tente. Et comme on dit, c'est l'expérience. En fait, il y a la théorie et la pratique. Et la théorie, c'est quand on sait comment ça marche, mais ça fonctionne pas. Et la pratique, c'est quand on sait comment, c'est quand ça fonctionne, mais on sait pas pourquoi. C'est un petit peu ça. Je suis quelqu'un d'action. D'ailleurs, t'étais contacté, tu m'as dit que j'avais pas changé. J'étais toujours action-réaction. Action-réaction. C'est ça, et souvent je suis embêtée quand on me demande, Aline, quels sont vos rêves. J'ai pas de rêve parce que dès que j'ai un élan, je le fais. Donc j'ai pas le temps de rêver. Et c'est vraiment cette créativité poussée à l'extrême de l'enfant intérieur qui a été chez moi
très tôt euh, mis à terre et donc qui s'est révélé sur le tard et qu'on ne peut plus arrêter. Et qu'on peut plus arrêter. Oui. Quand cet élan, quelque part, on l'a recontacté, bah, Mm. c'est quelque chose qui... Ok. D'où viens-tu, Aline? Si pour les gens qui ne te connaissent pas, voilà, quel est ton parcours en quelques mots et ouais. Alors, je suis originaire de la Franche-Comté, ça s'entend peut-être encore avec mon accent. Je suis née à Besançon. Ouais. J'ai été avec une mère génitrice, je précise, parce qu'on ne sait pas trop qui est mon père géniteur. Ma mère avait plusieurs partenaires, en changeait assez souvent. Et puis, elle m'a gardée jusqu'à l'âge de 2 ans. Mais de 0 à 2 ans, j'ai déjà connu tout ce qui était violence physique et la violence du rejet d'une mère et de ses différents partenaires. À 2 ans, donc, elle m'a volontairement laissée chez une nourrice et la police m'a placée à la DAS, à l'orphelinat, et j'y suis restée jusqu'à l'âge de 5 ans et demi à peu près. Euh, j'ai j'ai demandé mon dossier à l'orphelinat et j'ai appris que j'ai eu plusieurs prénoms avant de m'appeler Aline, Ah oui. dont celui de Françoise. Je me suis à jour appelée Françoise. Et j'ai eu plusieurs noms de famille également parce que mon géniteur ne m'a pas reconnue, mais les différents hommes qui ont traversé la vie de ma mère, eux, m'ont donné leur nom. Donc la petite blonde aux yeux bleus, c'est un jour appelée avec un nom très maghrébin. Donc c'était Médrague. Voilà, donc c'est assez euh, rigolo, plein de contradictions dès le départ et toute ma vie Dès le n'est fait que départ. et toute ma vie n'a été que la continuité d'extrêmes contradictoires. Voilà. Et donc, à 5 ans et demi, il y a un gros bouleversement dans ta vie. Oui, alors à 5 ans et demi, j'ai été adoptée par une des plus grandes familles de Franche-Comté et puis de France quand même aussi. C'est la famille dont je porte le nom, Peugeot, en lien avec les automobiles du même nom. Et on pourrait croire, et c'est ce que beaucoup ont cru, c'est pour ça que j'ai écrit mon autobiographie, on pourrait croire que c'est la fin de mon errance et de mon manque affectif et enfin aller vers une stabilité et avec des références et Ouais. des stables et valables. Ça a été que la continuité en fait du chaos et une dérive jusqu'à l'âge adulte qui a perduré jusqu'à mon milieu de vie. Ou comme beaucoup de gens, c'est là qu'on se pose des questions existentielles parce que c'est juste pas possible d'être en mode survie pendant tant d'années et où on se dit, il faut que ça cesse d'une manière ou d'une autre, il faut que ça s'arrête. Comment est-ce que je peux continuer d'une manière plus sereine? Et c'est là qu'on se pose des questions profondes et qu'on va dans son intériorité, puis qu'on y trouve des choses, notamment notre part de responsabilité. Et ça, c'est très révélateur et ça remet les choses plus droites et ça nous aide à nous détacher de notre statut de victime auquel on s'est Mm. habitué pendant des années. On se dit, mais je suis pas si victime que ça, en fait. J'ai été quand même une forme de dictateur moi-même quand j'ai voulu que mes parents me prouvent de l'affection comme je voulais, moi, Je le souhaitais. C'était selon mes important. références, mais Mm. eux en avaient d'autres. Voilà, donc Mm. ça, les choses s'assainissent et tout devient plus clair et parce que ce qui nous fait mourir, ce qui nous fait plonger au fond, c'est quand tout est dans le brouillard, quand on n'a pas de réponse, quand on reste avec nos questionnements. En fait, c'est ça, c'est les questions sans réponse qui nous font le plus de mal. Et personne n'est là véritablement, ces réponses, c'est à l'intérieur de nous qu'il est nécessaire d'aller voir pour les chercher parce que demander aux gens, ils vont avoir que leur approche et avoir que leur interprétation. Donc, c'est pas tout à fait juste par rapport à nous, comment on l'a vécu et comment on ressent les choses. Donc, la meilleure façon, c'est d'aller chercher nos propres réponses. Tu parles, Euh, ouais, ouais. je crois que tu parles beaucoup d'intériorité à chaque fois. Je crois d'ailleurs que je me souviens qu'à un moment donné, je crois que j'ai entendu dire que tu n'avais jamais fait ni de psychanalyse ni de psychothérapie. C'est Alors, ça? jeunes, mes parents Oui, m'ont jeune. envoyé chez plusieurs Mm. psychologues. Je crois que ça Oui, s'est resté aux psychologues. Ils n'ont pas été jusqu'au psychiatre. ok. Mais ils ont tous jeté l'éponge les uns après les autres, en fait. Et en fait, parce que tu rentrais pas dans les cases. Non, Pas dans les... ils comprenaient rien. Ouais.
Donc, tu as eu effectivement ce contact psy jeune. Et ensuite, par contre, voilà, le chemin s'est fait. Tu parlais de questions existentielles. À un moment donné, le chemin s'est fait complètement différemment pour Bah, toi. je l'ai fait seule parce qu'un psychiatre ou psychologue, je sais pas, que j'ai vu à l'hôpital suite à une tentative de suicide quand j'avais 15 ans, m'a fait parler en me promettant qu'il était sous le secret professionnel, là, secret médical. Ouais. Et en fait, il a tout raconté à ma mère adoptive et ça a été un déferlement de rage et de raclée. Ça a été pire encore, donc j'ai perdu confiance. Le peu de confiance en l'adulte que je pouvais avoir, en fait, j'avais gardé un peu de confiance dans les casquettes de celui qui avait la science, celui qui avait le métier. Celui qui avait les études, pour moi, on pouvait encore lui faire confiance. Et en fait, cet homme-là m'a montré que pas du tout, il était au même niveau que les autres. Et le reste de ma vie m'a montré encore la même chose. Et suite à ça, ben, j'ai fermé la porte à toute aide extérieure et je l'ai cherché seule. J'ai marché toute seule, voilà. Ok, comme dans la chanson de Goldman. C'est ça, oui. Ok, donc il y a eu effectivement, on voit ben, une première partie de vie dès la petite enfance. On sait que c'est ben, un socle qui est vachement important, hein, bien Tout se évidemment. joue là, tout se joue là. 0-5 ans, Mm. ben, il y a toutes les structures et donc bon, tu parlais de ce mot chaos, voilà, difficile. Ensuite, je crois que tu quittes, donc à 15 ans, c'est ça, tu quittes ta À famille à 15 ans? 17 ans. J'ai 17 pas ans. pu attendre la majorité. À 17 ans, je suis 17 partie. ans, ok. Et ensuite, encore toute une période de ta vie où effectivement, tu utilises ce mot errance, c'est le mot qui te convient quand tu penses Oui, aux années qui ont suivi après 17 ans? oui, parce que j'ai fait de mon mieux avec le peu d'éléments que j'avais, et Mm. c'est-à-dire que j'ai dû prendre des références. Selon moi, on m'en a pas vraiment donné. Ça a été beaucoup de brimades, euh, c'était que des négations et beaucoup de violences verbales et physiques. J'ai pas eu de conseils, euh, on va dire, matures. Même un conseil, par exemple, euh, qui était... l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein. Donc, même quand il donnait un conseil, c'était toujours pour moi une forme de violence. C'est-à-dire qu'il disait, euh, la vie, c'est la guerre. On te prépare pour la guerre. C'était violent pour moi. Je me disais, mais non, la guerre, c'était avant. Je l'ai entendu à l'école, c'est fini. Et je comprenais pas. Donc, c'était tout le temps des menaces, des choses violentes qui pour moi me parlaient pas. Je me disais, c'est pas, je peux pas prendre ça comme vérité, c'est pas une référence, ça, c'est pas normal. Voilà, et ça semblait sonner faux. Et en fait, donc quand j'ai quitté la maison, j'ai construit ma vie d'adulte avec des références que je me suis euh, créées avec le peu d'éléments que j'avais pu observer autour de moi et qui n'étaient en fait euh, constitués particulièrement que de négatifs, que je ne valais Négatif. rien, que je n'étais pas quelqu'un qu'on pouvait aimer, que je n'étais pas intelligente, que je n'arriverais à rien, que vraiment, qu'est-ce qu'on va faire de moi? Donc, de là, quand on me faisait une proposition, même si c'était une proposition bizarre, pour moi, il n'en restait pas moins que c'était une marque d'intérêt et que et ça me faisait du bien. Et même si je trouvais la proposition bizarre, il me semblait que je devais écouter parce que j'avais la chance d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à moi. Et même si c'était le milieu de Mm. la prostitution qu'on me proposait, Mm. par exemple, c'est ce que Mm. j'ai vécu, pour moi, c'était un peu logique, normal, puisque, pareil, on me disait que j'étais nulle, on me faisait comprendre qu'en fait, j'avais qu'un physique et rien d'autre. Et que je devais me trouver un homme riche pour me marier et qu'on m'aimera que pour mes petites bouclettes blondes, mais Mm. pour rien d'autre. Donc, Ça vient de ça dans ton livre. Mm. et Mm. comme je fais 1,62 m, je me suis dit, je peux pas être mannequin, parce que j'ai regardé, ils font 1,75 m. Je fais 1,62 m et demi, c'est un peu petit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec son physique? Ben, la prostitution me semblait être cohérent comme choix. Et c'est comme ça que j'ai suivi
J'ai suivi cette route-là en me faisant violence parce que ça rentrait pas dans mes valeurs innées, parce que je sais pas d'où elles sortent, mais je les ai toujours eues. Même si je les avais jamais vues autour de moi, c'était des logiques pour moi, c'était des évidences qui venaient de nulle part. Mais en fait, c'est quand on est connecté avec soi-même, on a accès à cette connaissance, à cette loi du vivant et du vibrant que tout le monde a en chacun de lui. Et c'est une loi animale, en fait. Euh, Globalement, un animal n'est pas agressif quand il ne se sent pas attaqué. L'être humain n'est pas de nature agressive. On lui apprend l'agressivité, on lui apprend la défense et on lui apprend l'attaque. Mais on n'a jamais vu un bébé venir au monde en disant je veux tuer ma mère. On n'a jamais vu un bébé au monde en se disant. Et surtout, tous les enfants naissent avec cette quête d'amour qu'il connaît au fond de lui et il va aller chercher en premier dans les yeux de sa maman et ensuite dans son entourage proche, la maîtresse, et après on élargit à la société, au conjoint, tout ça. Et en fait, j'ai eu cette quête-là, j'ai cherché. Je l'ai pas trouvé dans ma mère, j'ai pas trouvé chez la maîtresse parce que j'étais cancre. En fait, personne. Et et cette quête d'intérêt, d'affection, d'appartenance à un milieu, parce que je ne correspondais pas au code de la bourgeoisie et le peuple me rejetait parce que j'étais la fille d'eux. Donc c'est ça que j'appelle errance. Je savais pas qui j'étais, pourquoi j'étais là, ni qui allait, ni à quoi je servais en fait. Et euh, avec le peu d'éléments, donc on m'a dit le physique que ça passait, donc je suis allée dans le milieu de la prostitution. Et les valeurs, eh ben, je me suis fait violence et j'ai dit, mais c'est compliqué pour moi, je peux pas faire ça parce que je suis quelqu'un de pudique, de réservé, et j'ai une autre opinion de l'affection et de l'amour. Pour ne l'avoir jamais connu, c'est assez... Mm. Tu vois les Mm. contradictions dont je Oui, bien parle? sûr, bien Je ne sûr. l'ai pas connu, mais j'en ai une estime énorme en fait. Pour moi, c'est quelque chose de sacré et qu'on ne donne pas à tout le monde qui se gaspille pas, parce que le propre du sacré, c'est la rareté. Si c'est donné, distribué gratuitement à tout va, ça perd de sa valeur. Et donc, ma proxénète m'a dit, bah, tu fais comme les autres, tu drogues ou tu bois. Ça va te désinhiber de tes valeurs et de tes blocages et de tes croyances. Et bah, j'ai choisi l'alcool. Donc, j'ai été Donc, prostituée et et alcoolique alcoolique, donc pendant huit plusieurs ans. années. Oui, Pendant 18 ans. 18 ans. Ouais. Donc c'est assez intéressant parce que je veux dire, tu parles de guerre, tu parles de violence. On voit quand même, même dans le vocabulaire, qui à quelque part qui te poursuivait à quelque part, quel que soit le milieu dans lequel tu étais, que ce soit dans ta famille, dans ta première famille, ensuite dans la famille adoptive, et puis ensuite on peut parler aussi à quelque part d'auto-sabotage, et puis en tout cas de violence envers soi-même. Ben, c'était devenu une façon de vivre. Oui, Euh, la violence pour moi était un langage. oui, C'était devenu un élément incontournable. C'était normal. Quand j'en voyais pas, j'étais étonnée, bien sûr. presque perturbée. Le Oui, calme me perturbait énormément, le silence aussi. Il me oui. fallait des cris, il me fallait, enfin, disons, pas qu'il me fallait, mais c'était plus confortable, c'était C'est ce que tu avais connu. habituel. Ouais, Voilà. Mm. ouais, c'est ça. Ok. Donc là, il y a cette longue partie également où je crois que là, tu passes par des périodes très sombres avec à un moment donné, tu as envie que ça s'arrête. Oh, bah, plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu envie que ça s'arrête. Euh, Mais là-haut, il me voulait pas parce que vraiment fait des choses extrêmes, mais rien ne se passait. Quelque chose empêchait que la catastrophe arrive. J'avais beau rouler très vite la nuit sur en traversant des villages, en fermant les yeux. Je me suis dit, je vais prendre le terre-plein au milieu. La voiture va partir. Non, j'ai eu un accident que j'ai pas fait exprès de l'avoir, par contre, celui-là. Et en fait, quand il y avait les militaires qui étaient autour de la voiture, qui ont dit, mais vous êtes une miraculée, vous tenez sur vos jambes. Il dit, bah oui, mais j'ai une petite coupure au petit doigt quand même. En fait, ils étaient surpris parce que la voiture était épave, ils m'ont vu partir en tonneau en soleil, mais c'était pas mon heure. Et c'est pour ça que cette notion de on est programmé entre une heure d'arrivée et une heure de départ, pour moi, elle est tellement parlante. J'ai tellement essayé de partir avant l'heure. J'ai eu des expériences où j'aurais pu
Et non, c'était pas l'heure. Il y a toujours quelque chose qui fait que l'ordre de la source est respecté, on va dire. Intéressant. D'ailleurs, on bifurque tout doucement. C'est dans le titre de ton livre, hein, du chaos à l'éveil spirituel. À quelque part, on bifurque tout doucement vers cette partie-là. Euh, Qu'est-ce qui, à un moment donné, fait qu'il y a un bouleversement dans ta vie? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, euh, voilà, tu passes tu parles de là-haut, Mm. tu passes vers ce chemin, tu commences à prendre ce chemin vers la spiritualité. D'ailleurs, ce mot, je crois, ce mot spiritualité, à un moment donné, je crois que tu le connaissais pas vraiment. Bon, pas Il, du arri- tout. Mm. il arrive un peu à toi, voilà, comme de là-haut ou aussi de façon, Bah, comme je reçois tout, en ouais, fait, qui n'est pas encore matérialisé, je reçois, oui, les informations de cette façon. Mais depuis toujours, et c'est pour ça ouais. que mes parents m'envoyaient aussi chez les psys et qu'ils ils comprenaient rien. Mm. Ça m'a amené beaucoup de problèmes aussi dans le milieu de la prostitution parce que je disais des choses aux gens ils pensaient que je les suivais ou j'allais leur faire du chantage, mais ça sortait tout seul. Je savais pas d'où. Je savais tout ça sur eux, mais et je le savais et je savais pas comment expliquer. Donc j'étais un peu habituée. Moi, je croyais que c'était normal puisque j'avais pas vraiment d'interaction amicale ni euh, parentale encore moins. Donc je connaissais pas ce que c'était que des véritables discussions, des échanges où on peut s'apporter l'un et l'autre. Donc, je suis restée toute seule avec ces interrogations-là et ces constatations-là. Et c'est pour ça que je me disais, l'être humain, il est quand même pas très fufute. Il est feignant des méninges parce qu'il y a quand même des trucs qu'on peut savoir comme ça, facilement. Et Pour toi, puis, c'était évident. oui, Pour toi, tout le monde fonctionnait de cette façon-là. oui, oui, tout à Mm. fait. Et en fait, comment j'y suis arrivée, ben, c'est en milieu de vie, la fameuse crise de milieu de vie qu'on Mm. peut dire quarantaine, cinquantaine. C'est ça. Où là, j'ai eu la nausée de Baudelaire, mais en 1 million de fois plus. Oui. C'était c'était un trop-plein. Je pouvais plus, en fait, accumuler toutes ces tristesses, toutes Mm. ces mélancolies, Mm. euh, toutes ces manques, tous ces gouffres de manque affectif, Mhm. toutes ces incompréhensions, tout ça, la cocotte minute, elle était en train d'imploser. Et c'était stop. Il fallait que ça s'arrête. C'était question de vie ou de mort. J'étais la corde allait craquer. J'y étais. J'avais prévu euh, comment mettre fin à mes jours. J'avais vraiment tout planifié. Mais en fait, il y avait un point qui m'empêchait, c'est que j'avais mes 3 enfants. Et il y a une chose que je refuse de faire, c'est de faire ce qu'on m'a fait. Et je voulais pas les abandonner comme moi, on m'avait abandonné. Donc, je bois. Je t'en prie. Donc là, effectivement, Merci. Donc, tes il a enfants, fallu. c'est, Donc, c'était hors de question que je les abandonne. Ça me mm, causait un problème, ça me retenait. Dans mon projet, ça me retenait alors que je demandais qu'une chose, c'est d'y aller. Tout était prêt, c'était bon, j'étais OK avec ça. Et c'est dans ce laps de temps où on m'a retenu par ses valeurs. Ils savent ce qu'ils font, hein. Que j'ai eu ce mot. C'est quand on est à nu, en fait, qu'on baisse les armes, qu'on n'est plus dans je vais tenir encore, on va plus dans je suis dans la survie. On n'est plus dans le allez, je vais encore me battre, je vais encore me relever. Là, on est carrément, on est KO, on est au fond. On n'a même plus la force de retendre les jambes pour remonter. Là, on se dit, c'est bon, achevez-moi. Et c'est là qu'on entend, il y a la main, je vais dire, c'est comme dans les images bibliques, il y a la main de Dieu qui mm, descend. Et en l'occurrence, c'était cette voix qui m'a dit spiritualité, que j'ai entendue dans ma tête, comme je l'ai lu et comme je l'ai entendu. Et j'ai dit, c'est quoi ce machin? Tout de suite, j'ai pensé à religion, je sais pas pourquoi. oui, Et je mm. dis, ah, mais ça, non, ça va On pas le confond faire, la souvent, religion. ouais. Oui. Mm. Et du coup, je suis allée voir sur Internet. Et comme j'avais pas envie de lire, quand on est vraiment au bout du bout, le moindre effort, même se laver les dents, se brosser, tout est pénible. J'ai fait images. Et là, j'ai vu toutes les images des tentes amérindiennes. Et j'ai vu les Apaches, les Sioux, Et ça, je connaissais et je me suis dit, oh, c'est dingue. Quand j'étais jeune, j'avais un tipi dans ma chambre et je m'y réfugiais tout le temps avec ma peau de bête. En fait,
C'était un range pyjama en nounours, mais pour moi, c'était ma peau de bête sauvage. Et j'y allais dans mon tipi et tous les soirs, ma mère adoptive, elle me recherchait plus tard dans la soirée en me tirant par les cheveux pour me remettre dans le lit. Mais c'était mon refuge, c'était chez moi, c'était du connu. Ton C'est endroit de sécurité, ressources. oui, oui. Alors, j'ai regardé la spiritualité des Amérindiens, j'ai dit, ils connaissent ça. Mais c'est tout, qu'est-ce que je dis depuis toujours? Enfin, qu'est-ce que je dis dans ma tête? Mm. Parce que ben, quand je parle, les gens écoutent pas en général, donc je parlais plus. Et en fait, voilà, enfin, enfin, j'ai trouvé un groupe auquel je pouvais appartenir. Mm. Enfin, j'avais une place quelque part. Et il a fallu que je m'immerge parce que la petite blonde aux yeux bleus, elle était très occidentale et pas du tout un air d'Apache. Donc, je me suis plongée dans l'artisanat. Et je me suis confectionné des bracelets, un collier Oui, d'accord. avec un sac médecine, avec des herbes que j'ai fait venir de chez eux. J'avais fait que des trucs avec du commerce équitable et qui venaient de leur tribu pour être vraiment au plus proche, au plus profond de leur nation primitive. Et je me suis immergée pendant des mois là-dedans à écouter les flûtes de Pan, dans tous mes sens en fait. J'ai D'accord. même mangé de la terre quand j'ai regardé tous les chamanismes. J'ai mangé de la terre parce que j'ai on m'a parlé de reconnexion avec la terre. Ça me parlait tellement. Et je me souvenais quand j'étais petite, je faisais des soupes avec la terre et les herbes et que je le goûtais. Et donc, j'ai retrouvé mon enfant intérieur, là, du coup. Tout ce qu'il faisait de quand j'étais plus C'est jeune. c'est dingue parce qu'on on part d'un mot et puis finalement, toute la Mm. trame, tu refais tout tu repasses par l'enfance et à quelque part, voilà, après, tu es une femme de 40 ans et tu te reconnectes à ce moment-là. Il y a vraiment, vraiment quelque chose qui presque, ouais, de vraiment magique, quoi, qui se qui s'inscrit vraiment dans ton énergie et qui te permet de passer ce cap, quoi. C'est ça. Et du coup, je me suis ressentie. C'est comme si ça avait soufflé sur la petite flamme de vie à l'intérieur de moi. Et je me sentais de plus en plus vivante. J'avais de nouveau envie de découvrir, de fabriquer. Je ressentais de la frénésie, d'apprendre et d'aller plus loin et de chercher encore plus. Euh, euh, c'est le sens de cette connexion dont les Amérindiens parlaient avec les esprits, avec les animaux, avec la terre. Et c'était tellement juste, c'était tellement ce que je connaissais sans savoir d'où. Mm. En fait, mes cellules, elles vibraient, elles C'est reconnaissaient. ça. Et voilà, alors que j'avais cette sensation d'être une mort vivante, là, je revivais. Et Et là, je ça crois m'a... qu'il y pardon, je te coupe, je crois qu'il y a une chose importante là que tu soulèves aussi, c'est que c'est cette petite voix, quelque part, on ne sait pas d'où elle vient, ce mot, etc. C'est vachement important aussi à un moment donné, de l'accueillir et puis de voir où elle nous mène. Parfois, ça peut être une phrase, un mot, une rencontre, parce que c'est vrai que je crois que là encore, du coup, effectivement, toi, tu cherches pas à revisiter ton passé, tu bosses pas tes traumas, mais c'est par ce biais-là, cette petite voix-là, qui à un moment donné arrive là au bon moment et tu la suis, Et, quoi. et oui, mais oui, ben, je l'ai suivi. Et puis, je suis partie des Amérindiens, mais je suis... Alors, pendant 6 ans, hein, Ah ça a oui, été... J'ai d'accord. étudié les religions, j'ai cherché le point commun, je me suis intéressée aux neurosciences, au fonctionnement du cerveau, les émotions, je suis partie, l'âme, la vie après la mort, je suis partie dans tous les sens. Je me suis bafrée pas de connaissances, mais de notions à droite à gauche que je piochais. Et j'ai jamais approfondi les choses Mm. parce que j'adore survoler et après... pas conscientiser. J'adore celluliser les choses en fait. Mm. J'adore qu'elles me construisent. J'ai pas besoin de intellectualiser ou j'ai pas mon chemin c'est pas de retransmettre ce que j'ai compris ou appris. Mm. Il y a des gens qui ont fait des études et des scientifiques qui sont beaucoup plus calés que moi. Moi mon chemin moi c'est euh, de décrypter en mots ce que ça a engendré, Toi. l'information a engendré comme réparation, comme résurrection, comme renaissance dans mes cellules. Et là, Et
Et là, on Et, parle de corps, et là, on parle du corps. Et c'est oui, tellement important à un moment donné de passer, effectivement, tant que ça reste dans le mental, on n'est pas qu'un esprit, on a un corps, une âme, et puis et c'est super important de voir à quel point, très naturellement, peut-être même sans véritablement le savoir, tu lis, je crois que tu lis beaucoup à ce moment-là, et tu oui. intègres vraiment toutes ces informations, enfin, tu les ressens vibratoirement en toi, quoi. Oui, et puis je teste tout. Tu Et testes. oui, je teste tout. C'est-à-dire que quand j'ai entendu Philippe Guimand en physique quantique qui disait on peut transformer son passé et choisir un avenir différent, j'ai dit, ah ouais, je vais tester ça. Moi, je vais changer mon passé. Et j'ai essayé de comprendre le truc. Et cette chose de point de vue, j'ai dit, ah oui, il faut voir les choses sous un autre angle. Et j'ai fait des scénarios. Donc, comment j'ai vécu ça à l'époque? Du coup, je vais essayer de me mettre à la place de mes parents adoptifs pour voir comment eux, ils ont vu les choses. Et comme j'avais des enfants, je me suis dit, oh mince, en tant que parent, c'est pas cool quand même le comportement de l'enfant. Ouais, j'ai quand même ma part de responsabilité. C'est vrai que je n'aurais pas facilité la tâche non plus. Et c'est comme ça que je suis allée à la rencontre euh, de mes de vérités erronées que j'avais construites par rapport à mes émotions. Comme elles étaient extrêmes, forcément, la vérité était extrême. J'étais la pire victime du monde entier. Il n'y avait pas plus victime que moi. C'était à Mhm. part. J'étais vraiment l'indécrottable victime. Et vu d'un autre côté, et là, j'ai dit, mais Aline, t'es la pire manipulatrice, le pire dictateur du monde aussi. Ça a Parce permis qu'en vraiment de te mettre dans différentes positions et tout puis de à voir fait. Et ta le cible. triangle de Hartmann, où j'ai été bourreau, j'ai été victime et j'ai été sauveur. J'ai dit, mais tout ça, j'ai fait. Donc, je suis pas quelqu'un à brimer. J'ai fait comme tout le monde. À blâmer, je veux dire, j'ai Mm. fait comme tout le monde. Je me suis leurrée, je me suis fourvoyée moi-même, en fait. J'ai fait la même, entre guillemets, erreur, mais j'ai fait la même expérience que tout le monde. En passer par là, par toutes ces émotions qui construisent tous ces sentiments dénigrant et réducteur pour que on arrive à un moment donné dans notre vie où on en a marre d'être nul et d'être pas capable et de ne plus tenter, de ne pas essayer. On en a marre en fait d'être dans cette impuissance acquise parce qu'on a autorisé les autres à avoir un impact sur notre destinée, tout simplement, en prenant pour vérité leurs jugements, leurs constatations, leurs observations. Et nous, alors, c'est quand qu'on prend en considération notre observation, notre propre considération et estime? Eh ben, c'est dans la deuxième partie de vie qu'il serait bon de s'en occuper, voilà. Donc ça c'est donc là on est t'as 40 et quelques années et donc tu passes effectivement j'avais plus le souvenir que tu avais passé autant de temps à vraiment lire et puis à vraiment faire des liens en fait hein, c'est ça hein, Oui. quelque part tu fais des liens et puis tu déroules le fil, tu suis le fil. Eh ben, de faire D'accord. des liens, ça m'a donné du sens. Et le Mhm. chaos, c'est le non-sens. Mhm. Voilà. Et l'éveil, c'est quand on a trouvé le sens, c'est cette fameuse notion d'ikigai aussi, de qui on est, qui nous sommes, quelles sont nos compétences et qu'est-ce qu'on peut apporter. Là, je me suis dit, oh, ça y est, je suis utile, je sais ce que je vais pouvoir apporter aux autres et à l'humanité. Toutes ces valeurs que je m'en voulais, moi, de ces valeurs, parce que j'étais incapable de rendre dent pour dent, œil pour œil. J'étais incapable de me comporter avec autant de roublerie que je trouvais en face de moi et je m'en voulais. Je voulais être mauvaise, j'y arrivais pas. Et là, enfin, ça va me servir à quelque chose, les transmettre. Et en fait, c'est l'humanité qu'on doit imprégner de ça pour que elle bascule. C'est la théorie du centième singe. Il faut qu'elle bascule du côté des valeurs, en fait. Et si on n'en parle pas, si on les diffuse pas, ben ça risque pas d'arriver. Et si on focalise tout le temps, ce que je faisais aussi durant ma première partie de vie, sur tout le mal et sur toute la perversité et la vicissitude dont l'être humain est capable, mais on fait que là, lui donner encore plus de poids en fait. Et Mhm. j'ai compris ça, j'ai dit ah mince, je participe à lui donner de la valeur et de l'efficacité. Ok, eh ben je m'en détourne. Là où je le regarde, il y a tout à construire. Et là, je suis partie à construire mon chemin. Et là tu démarres autre chose. Cette idée de sens quand tu te dis
waouh, à quelque part, je commence à savoir pourquoi je suis là et quel est le sens finalement. Donc du coup, effectivement, bah, c'est le principe de la logothérapie aussi, hein, de la thérapie par le sens, permet de voir notre chemin différemment. Qu'est-ce que, si tu repenses à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu te dis, waouh, bah ouais, voilà, je veux dire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Quand je fais tout mon cheminement spirituel, Ouais, ou vraiment quand à un moment donné, tu te dis, moi je sais que sur mon parcours aussi, il y a des hmm, moments comme ça où, voilà, bah, je sais que je prends un virage à 180 degrés parce que, oui, bah, c'est tellement juste et puis, tu vois, je sens un oui, alignement. c'est l'extase en fait. C'est une Mm. extase, c'est un bonheur, c'est une jouissance de l'âme en fait. Je peux pas dire autrement. Et et on voit et c'est comme dans Avatar en fait, on voit le monde avec des paillettes. Voilà, on voit tout différemment. Euh, Comment, c'est une extase. une extase. Comment aujourd'hui, alors on a encore avancé dans le temps, mais comment aujourd'hui tu vois ton parcours si tu devais, je sais pas, en quelques mots, comment tu vois ton parcours avec toutes ces premières années, le chaos, et qu'est-ce que tu te dis si tu repenses à toute cette... Alors, il y a pas mal de choses qui sont karmiques et que je traînerai jusqu'à la fin de mes jours. Bon, pas mal de points, donc je comprends. Et puis, de là arrive la résilience. Hein, c'est des choses que... C'est le karma, c'est pas des trucs de liens transgénérationnels et compagnie. Hein. Ça, c'est bien différent. Il y a vraiment quelque chose à traîner dans mon chemin de vie jusqu'au bout, dans cette vie-là actuelle. Et puis, je me dis... Hmm, punaise, quand j'étais dedans, ça sentait vraiment pas bon. Hein. Mhm. Euh, Tout recommencer maintenant, je dirais pas, c'est pas possible, j'y arriverai pas, parce que je sais que l'être humain a des ressources qu'il n'imagine même pas. Donc si j'étais obligée, je repasserais par là. Mais punaise, euh, j'ai connu l'enfer en fait. J'ai J'ai les extrêmes, Sylvie. Autant c'est l'extase de l'âme quand Mhm. je C'est me ça. trouve, autant ce parcours-là où j'étais dans l'expérience et le jouet en fait de tout l'extérieur, Mhm. j'ai goûté à l'enfer. Et finalement, parce que si on va d'un côté dans l'extase et dans l'enfer, est-ce que c'est pas quelque part aussi un chemin finalement entier où, Et oui, ben je suis très très satisfaite. Je me le dis, je meurs demain, j'ai pas de regrets, je suis satisfaite. J'aurais vécu intensément. Et moi, qui suis quelqu'un de passionné, il me faut pas du tiède pour me toucher. Avec toutes les violences physiques que j'ai eues, et les violences morales, il faut vraiment que ça soit costaud pour que ça m'interpelle. Donc, j'ai gardé, c'est avec mon tempérament. Ma vie, bien elle est sûr. à l'image de mon tempérament. Mhm. Et c'est vrai que euh, je suis quelqu'un d'extrême. J'aime ou je déteste, il n'y a pas d'entre-deux. Mhm. Évidemment, je sais faire des concessions comme tout le monde, j'ai aussi cette sagesse de distance, voilà. Mais au fond de moi, euh, c'est bouillonnant, c'est passionnel et c'est extrême à l'image du parcours. Donc j'adore mon parcours parce que Mhm. un autre, je m'y serais ennuyée et j'aurais peut-être rien appris. Ça aurait été trop Exactement. facile. J'aime la difficulté. Je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que parfois aussi, ou dans le développement perso, on se dit, bah voilà, il faut changer, puis il faut... Bah, je crois que l'idée, c'est surtout à un moment donné d'être OK aussi avec bah, véritablement ce qu'on est. Et alors, ce qu'on est, bien sûr, on est aussi le résultat bah, d'une construction, etc. Et puis de trauma. Mais quand tu es OK, quand tu te connais, et pour ça, du coup, effectivement, bah, c'est l'expérience hein, aussi. Et puis, mais quand tu te connais, quand finalement tu es OK aussi avec ce côté, ben voilà, c'est vachement plus simple, quoi. À quelque part, c'est que tu disais tout à l'heure, et puis bon, moi, je te connais un peu sur les réseaux aussi. Pour moi, tu es une guerrière de lumière, mais il y a bien le mot guerrier aussi, tu vois, Oui. quelque Mm, part. Donc, mm, et par contre, bon, bah, quand tu écris, etc., c'est aligné avec ta personnalité, avec ce que tu disais tout à l'heure, avec ces extrêmes. mm. Et donc,
être OK avec ce que... je crois que le but peut-être de la vie, c'est aussi vraiment d'avancer de plus en plus, d'être en accord, d'accepter aussi ce qu'on est, autant avec l'ombre, avec nos parts d'ombre aussi, et puis nos parts lumineuses, quoi. Ben, tout à fait. Mm. Et tout à fait. Et il y a un petit peu, je trouve, de la mauvaise foi, beaucoup dans le milieu spirituel, où les gens s'arguent de mettre en avant un visage toujours impassible, une humeur toujours égale. Non. L'être humain, c'est, avant d'être un être réfléchi, c'est un être émotionnel. Et l'émotion est beaucoup plus rapide que la réflexion. Donc, quand on est authentique et qu'on ne calcule pas, c'est l'émotion qui transparaît, même si on n'est pas obligé de crier Mm. mais on ne peut pas l'arrêter. C'est une vibration, c'est une onde. Et donc tous ces gens qui essayent d'avoir, en fait, je crois que c'est beaucoup des préjugés comme Bouddha, hein, mais Bouddha c'est une statue en pierre, donc il peut pas faire autrement que d'avoir ce sourire béat qui imperturbable. Nous, on doit être perturbable, sinon comment on peut être touché par notre environnement et par notre prochain? Et comment peut-on trouver des solutions ou toujours se remettre en question euh, et chercher différemment si on est tout le temps... En fait, quand on est imperturbable, c'est électrocardiogramme plat et encéphalogramme plat. Il n'y a pas de vie pour moi. La vie, c'est des hauts et des bas. Si c'est comme ça, il n'y a plus d'élan là, et ça s'arrête. Là, il y a cet élan qui relance à chaque fois et là, on est dans l'infini de la vibration. C'est ça. C'est Jung, je sais plus exactement comment il disait, mais que l'émotion, c'est cette étincelle qui, à un moment donné, produit bah ouais, la vie, quoi. On est, Tout à fait. c'est, ouais. Hmm, ok. Donc, on nous demande pas d'être des comme ça, paisibles, sans être perturbés par rien du tout, pas du tout. Non, juste d'être juste, en fait, tout simplement juste. J'ai eu un gros problème avec la justice aussi, Hmm. et être juste, voilà. Ne pas prendre parti quand on ne sait pas, et même quand on sait, enfin, on peut constater pour ensuite prendre des décisions, hein, faire jouer notre libre arbitre, c'est quand même le but. Mais ceux qui disent oui, il faut aimer tout le monde et puis il faut pas juger, faut pas s'en mêler, faut... Non, à ce moment-là, on perd notre vie. Tous les jours qui passent ne servent à rien si on ne fait rien de ce qu'on observe autour de nous. On a quand même une position à prendre parce que c'est ce qui va déterminer notre valeur dans un peu le poids des âmes, à la pesée des âmes, hein, quand on va passer de l'autre côté. Qu'est-ce que tu as fait de bien comme que voilà, si on fait rien du tout, ben c'est pas valable en fait. C'est pas Ouais. une c'est pas un bon conseil que de dire de ne juste rien faire et de balancer de l'amour comme ça. Facile. C'est ça. Ouais, on parle souvent, moi dans mes articles aussi, je parle un petit peu, et je suis passée par là aussi à une époque, un peu dans cette spiritualité, entre guillemets, bisounours. Oui. Je crois que c'est des étapes aussi, et puis bah, plus tu avances sur le chemin, plus tu te connais, plus tu vas vraiment aller, et plus tu vas, ça a été le cas pour moi aussi, creuser, puis enlever les couches, bah, plus à quelque part, ouais, bah, t'es vrai, et puis tu te rends compte que oui, bien sûr, il y a ces moments où t'es dans la joie, et puis il y a des moments, la vie, elle n'est pas faite que de joie, elle est faite de passer parfois qui te rattrapent, et puis l'idée, c'est de pouvoir bah, naviguer, bien sûr, dans ces eaux troubles aussi, et puis de retrouver un équilibre, mais de tout accepter, quoi. Oui, c'est ça. Et Mm. puis moi, j'avoue aussi que je suis passée par l'expérience bisounours. J'ai essayé, mais très vite, j'ai dit, j'y arrive pas. C'est pas possible, j'y arrive pas. C'est pas possible. Et je me suis dit, mais c'est pas logique parce que sans être religion, ça fait partie de la culture quand même, l'histoire de Jésus, hein, sans parler de religion, Bien c'est sûr. parti. Eh ben, il s'est quand même fait une grosse colère dans le temple. Mm. Alors je me suis dit, ouais, mais non, mais lui aussi, il a fait une colère. Donc moi, non, j'arrête de bisounours, ça ne marche pas. Si je veux, je me mets en colère, c'est autorisé. Et en plus, quand on part dans l'observation des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau et qu'on sait que c'est les 5 blessures de l'enfance et que ce sont des émotions et que quand les émotions sont bridées, elles virent sur des pathologies, que ça soit psy ou que ça soit physique, eh ben non, moi j'ai pas envie de m'intoxiquer avec une colère que je vais rentrer, hein. Des maladies, etc. On connaît bien évidemment aujourd'hui les Tout à liens fait, entre l'émotionnel qui est bloqué, les non-dits, c'est ça. et bien évidemment, ouais, ouais. Mm. Ok. Comment, que t'a apporté l'écriture? Alors.
L'écriture m'a rien apporté parce qu'en fait, c'est justement parce que j'avais tout aplani et que j'étais en paix avec moi-même que Hmm, je me suis dit, c'est trop génial. Il faut que les gens le d'accord, sachent. Il faut intéressant. que, il faut que je partage la méthode qui n'était pas une méthode parce Mhm, que je suis pas méthodique, je suis plutôt bordélique. oui, Mais il faut que je partage ce par quoi, tout ce que j'ai expérimenté, ce que ça m'a fait pour que d'autres, hmm, eh ben, s'ils veulent, ils ont qu'à essayer. Moi, je l'ai testé. Tout ce que je ouais, dis, je l'ai d'accord. testé. Ça fonctionne. Et l'écriture, ben, d'écrire, ensuite, hum, j'ai appris par la suite que j'écrivais bien. Et je me suis pas fait aider. Voilà. J'ai Mhm, pas, ni pour le deuxième, ni pour celui que je suis en train d'écrire. Et tout ce que j'écris sur Facebook, ça sort de moi. Et à chaque fois, on me dit, qu'on me souffle les textes, les guides et tout ça. hmm, Et moi, à chaque fois, je dis, ne pouvez-vous pas envisager que je sois juste un peu intelligente ou compétente dans l'écriture? Parce que c'est vrai que pour j'entends. certains mots, il y en a qui Hmm, s'imposent. Je me dis, ah, c'est dingue, oui. Mais pour le reste, laissez-moi un petit peu avoir des compétences, en fait. hmm. Donc, ce que j'entends effectivement, c'était pas du tout une écriture thérapeutique, mais Non, il y avait vraiment cette envie, à un moment donné, de poser des mots et puis juste pour partager, pour oui, inspirer, pour être oui, dans le partage du chemin, quoi. oui. Parce que j'ai tellement eu l'impression de servir à rien que là, je me suis dit, je sais à quoi je vais pouvoir servir. Je vais transmettre bah, mon parcours. Et en plus, à l'époque, je faisais déjà de la médiumnité euh, gratuitement parce que j'avais pas encore résolu non plus ce truc de me faire payer pour ça. J'avais pas encore positionné si c'était bien, pas bien. J'entendais tout et le contraire. Je savais pas trop. Et euh, j'entendais des retours parce que c'est un monde très cruel, ce milieu-là aussi. Et j'entendais beaucoup me revenir aux oreilles. Ouais, mais elle s'appelle Peugeot, c'est facile pour elle. De toute façon, elle est née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et, ouais, de toute façon, elle a rien vécu. Oh là là, je me suis dit, mais pourquoi les gens ont des préjugés comme ça, même dans le milieu de la spiritualité ou dans le milieu de voyance médium? Je les pensais un peu plus élevés que ça. Et je me suis dit, on va rétablir la vérité. Je vais raconter mon histoire, d'où je viens, ce D'accord, que donc j'ai il y avait fait et cette ce que j'ai envie. fait pour être qui je suis. Ok, d'accord. Donc il y avait ce besoin quelque part aussi de mettre les choses au point et puis d'expliquer, tout simplement. Oui, c'est comme ça que je Partager. rends justice en disant la Ouais. vérité. C'est ça, ok. Ouais, ce besoin ce mot justice est important aussi. On le retrouve souvent dans tes posts, hein. Oui. On sent que c'est une valeur qui est forte chez toi. Mm. Ça a été le cas aussi pour moi plus récemment, mais en tout cas, et je pense que c'est une valeur qui est super intéressante et qui est pas du tout. On peut être, il y a le côté un peu tranché, mais je veux dire quand t'es dans la vérité des choses, bah ça, c'est quelque chose d'assez logique, quoi, d'incarner, de pouvoir partager cette valeur-là. Et tout à fait, parce qu'au départ, c'est pour ma conscience que je Mm. suis juste. Moi, j'ai Ouais. pas envie d'avoir un karma supplémentaire. J'essaye de pas l'alourdir, au contraire, de l'alléger. Mm. Donc, c'est vrai que j'essaye d'être au plus juste pour dormir tranquille. D'accord, ouais, j'entends. Qu'est-ce que aujourd'hui, quelles sont tes activités et qu'est-ce que j'ai entendu tout à l'heure que tu étais en train de d'écrire encore? Oui, là, je fais mon Ouais, troisième livre. tu Là, fais ton j'écris mon troisième livre, troisième livre. d'accord? Et en activité, quand je fais des pauses, eh ben, j'aide mon compagnon. On a commencé une entreprise d'artisanat D'accord. avec tout ce qui nous a réunis dans ce qui est amérindien et celte, D'accord. parce qu'il était très attiré par ces deux spiritualités-là, et moi aussi, jusqu'à en être tatoués, et tous les deux, on avait pratiquement les mêmes tatouages, ce qui était très improbable de trouver. Et donc, du coup, on travaille le bois, la pyrogravure. Donc, les éléments, ça Hmm. nous inspire beaucoup. Lui, les signes d'eau, moi, du feu. Heureusement, quelquefois, il éteint un peu la passion. Moi, quelquefois, je le ranime avec le feu. Mais c'est vrai qu'on y retrouve dans bah, la pyrogravure, voilà. Euh, Au niveau de l'air aussi, avec les plumes, moi je fais beaucoup d'attrape-rêve, le travail du cuir, D'accord. euh, que des matières pas synthétiques, des matières naturelles, et tout à la main.
D'accord. Donc Voilà. là, du coup, effectivement, c'est une nouvelle activité. C'est quelque chose que tu faisais pas jusqu'ici, le fait de travailler de la matière et. Eh ben, je faisais beaucoup quand j'étais petite Ah, t'étais petite, d'accord. j'ai fait quand je me suis reconnectée à la spiritualité des Mm. Amérindiens, comme je l'ai dit, et là, je me retrouve à en refaire et j'ai toujours la même envie, j'aime toujours ça, et j'ai toujours en train de sniffer mon cuir, et voilà, je suis immergée là-dedans, ça fait du bien. Les ancrages C'est, qui reviennent encore. Ouais. oui, c'est ça. Et, euh, et au niveau de l'écriture, est-ce que quand tu écris, je sais qu'il y a des gens, des écrivains qui vont avoir des rituels bien posés. Comment est-ce que c'est quelque chose, tu te dis, bon, bah voilà, tous les jours, il faut que j'écrive pendant 1 heure, 2 heures, ou est-ce que vraiment tu attends que ça vienne, ou comment c'est pour toi quand tu as ce projet de nouveau livre? J'ai gardé ma nature rebelle et désobéissante et c'est vrai que j'arrive pas à me donner un rythme. Mhm. Par contre, moi, comment je fonctionne, je me mets une échéance. Je me dis en mars, c'est terminé et c'est quand je suis au pied du mur que je suis la plus efficace, comme à l'image de ma vie en fait, où j'ai formulé pas mal de dangers et de situations critiques. Et c'est là où j'ai fait preuve de perspicacité étonnant, très étonnante. Au lieu je perds pas mes moyens au pied du mur. C'est là que ou qu'au contraire, il y a une intelligence qui vient prendre le relais, il y a quelque chose d'autre qui prend le relais. Et là, je fais pareil, je me mets une échéance à mars Mhm. et j'ai du mal à m'y mettre tous les jours. Je préfère attendre d'avoir envie. Et puis, je me laisse assez facilement distraire. Ouais, Et puis, c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, je fonctionne comme ça aussi. Je l'ai su aussi tardivement, mais pareil. Et alors, j'avais fait un test, un genre de personnalité, et véritablement, c'était sorti comme ça. Faut que je. Et alors, en fait, si on parle de livres ou de trucs, je cogite en fait, mais je me rends même pas compte que je cogite. Et puis, au moment où la date arrive, pouf, effectivement, du coup, voilà, ce sera fait. Mais c'est vraiment un fonctionnement, et je trouve que savoir aussi qu'on fonctionne comme ça. Bah, ça permet d'être plus cool, quoi. Finalement, on se dit, bon, bah voilà, c'est mon fonctionnement, c'est pas la peine de me mettre une super pression non plus. Et donc, c'est intéressant. oui. Ouais. C'est tout à fait ça, parce que quand mon compagnon me demande de t'écrire ton livre, j'ai dit oui, oui, dans ma tête. Après, il n'y aura plus qu'à mettre. Mais c'est vrai que même si je suis pas derrière mon bureau ou que je fais autre chose, je suis tout le temps en arrière-plan, ça continue. C'est comme le cerveau, il a des programmes ouverts et ça continue. Et pas que là-dessus, sur d'autres choses aussi, ça mouline. Ok. Est-ce on peut savoir un petit peu le sujet tu préfères? Non, bien sûr, Ouais. ça sera, on va dire, un peu comme un guide pour les nuls sur la spiritualité. En fait, un guide très simple, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal de choses qui sont dites et les gens qui commencent le cheminement se perdent, euh, perdent du temps aussi. Quelquefois, il y a vraiment des choses, c'est même pas la peine de s'attarder. C'est pas cohérent et puis c'est plus euh, comment je pourrais, des choses de gourou en fait, des règles qui sont prédéterminées, qu'on balance. Tout ça, je le dis, tout ça, ça ne sert strictement à rien. Allez-y si vous voulez, mais ça n'apporte rien. Ça construit rien derrière. Par contre, j'établis vraiment les notions essentielles quand on veut entamer ce chemin d'introspection, quand on veut découvrir qu'est-ce que c'est que la spiritualité, quelles sont les notions à retenir, qu'est-ce qu'elles apportent, euh, quelle est la différence avec sans. C'est vraiment un guide très simple d'utilisation et de lecture qui est pas obligé, on n'est pas obligé de le lire du début à la fin. On Mhm. cherche le thème qui nous intéresse et on a Réfléchis. là. D'accord. Voilà, parce que la société a changé et que maintenant les gens veulent des réponses un peu immédiates et, rapides, simples. Donc, je pense que ce format-là euh, est judicieux à proposer. Oui, d'accord. Ok. Et ce que j'entends en arrière-plan, c'est qu'à quelque part, c'est aussi un guide qui remet un peu les pendules à l'heure par rapport à toi, ta vision de la Oui, spiritualité et puis ton franc-parler. Et puis, oui, oui, mais toujours avec gentillesse, je bien dis. sûr. Oui, c'est franchement parler, mais toujours, mais bien, bien. Ouais, Voilà, tout à fait. c'est pas vindicatif. Tout à fait. Mais ta vision avec tes mots à toi, de toute façon, toujours très alignée, en fait, alignée avec Oui, ton énergie, en fait, à quelque part. c'est ça. Hmm. Super. Bon.
comment tu vois 2024 a été une année un peu encore assez chamboulante. Il s'est passé beaucoup de choses. Mm. On est en début d'année 2025. Comment tu vois la suite de cette année et qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de passer? On arrive à peu près bientôt à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que tu aurais envie de passer comme message aux gens qui nous écoutent et qui peuvent être Mm. peut-être dans voilà, dans des peurs, voilà, on est une société qui bouge beaucoup, qui vient faire bouger beaucoup les fondations, les structures et qu'est-ce que tu aurais envie de passer comme message? J'ai envie de passer comme message, soyez le plus autonome possible et dans tous les domaines. Euh, euh, Ne cherchez surtout pas la reconnaissance ou la validation extérieure, ça va être de plus en plus compliqué. Euh, 2025 pour moi jusqu'à la moitié va être la continuité de 2024 avec tout ce qui n'a pas été traîné jusqu'au bout en 2024 et je pense que avec un peu de chance vers l'été, il y aura peut-être des choses qui vont fleurir un peu plus agréables et des résultats peut-être aussi pour tous ceux qui se sont accrochés euh, de tout ce qu'ils ont semé et essayé de construire. Mais surtout, la clé pour tout ce qui est à venir, retrouverez votre souveraineté, ayez le moins besoin possible de la société. Apportez, mais n'attendez pas parce que ça va être de plus en plus difficile. Autonomie. Autonomie. Alors, moi, la première, hein, j'aimerais ma petite chaumière où je fais mon petit solaire, le moins de trucs de facture, là, où on est dépendant parce que les coupures, parce que les menaces, parce que ils font ce qu'ils veulent de nous et c'est ce qui nous dirige qui détermine notre pouvoir d'achat en montant, en descendant et qui du coup fluctue nos humeurs si on n'y fait pas gaffe. C'est pour ça que je dis soyez le plus autonome possible. Troquez entre vous, fabriquez vous-même, faites votre pain, faites et attention aussi l'alimentation. Je suis pas complotiste, mais je sais comment ils sont de l'autre côté et de faire attention aux étiquetages et quand c'est pas étiqueté dans la réglementation, on évite. Et n'ayez pas confiance aveugle et n'espérez pas que ça va s'arranger tout seul. C'est en n'ayant plus besoin d'eux qu'on va les affaiblir, c'est tout. Ok. Donc autonomie, autonomie et puis rester dans l'élan de vie quoi, Et dans ce qui nous porte. c'est ça, continuez à proposer encore, même si ça vous semble inutile, continuez encore et encore. Euh, on émane. On est là pour émaner, pas pour attendre un résultat. Mm. Euh, vraiment, hmm, c'est presque c'est- oui, je trouve pas le mot parce que c'est pas, j'aime pas le mot devoir parce que je faisais jamais mes devoirs moi en plus, puis j'aime pas devoir et falloir, tout ça c'est nul. Mais c'est vraiment un acte de De responsabilité. responsabilité. Voilà, c'est Mm. ça, Ok, c'est ça. super. Bon, bah Aline, écoute, en tout cas, merci beaucoup de cet échange. Voilà, Merci à toi, Sylvie. vraiment en toute simplicité, c'est comme ça que je le voyais, et puis c'est comme ça que je te vois. Et puis, bah écoute, belle année, on est encore en janvier, belle année 2025 à toi, et puis plein de beaux projets et voilà, une belle suite de route à toi. Merci beaucoup, Sylvie, et mes meilleurs vœux également à toi et à toutes les personnes qui écouteront. Voilà, merci vraiment de ce temps de parole. Je te remercie. Très bonne soirée du coup. Merci.